Je me présente peut-être très rapidement. Mon nom est Alain Peters, je suis ingénieur agronome. J'ai commencé ma carrière en Afrique où j'ai été confronté à d'autres agricultures très différentes des nôtres, ce qui est fort intéressant. Et puis je suis rentré à Louvain, j'ai fait ma thèse et je suis devenu professeur d'agronomie générale à l'université de Louvain. Donc je suis un enseignant-chercheur, mais je me soigne. J'ai toujours eu le goût et la chance de garder le contact avec la pratique. Et par exemple, dans les années 1990, j'ai travaillé pendant 10 ans, en réalité, avec des groupes d'agriculteurs pilotes, des groupes d'une dizaine d'agriculteurs bio d'abord, et puis conventionnels, dans une approche où on a co-développé leur système, et je crois beaucoup à ça, à ces échanges entre agriculteurs dans les groupes. Les agriculteurs n'ont pas assez d'occasion de se parler, d'ailleurs. Et entre agriculteurs et agronomes, et où on travaille sur toutes les composantes du système aussi, et pas seulement sur une technique. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup d'essais, des milliers d'essais en petites parcelles, en 4 répétitions, mais je crois beaucoup à l'approche système, où, vous savez, c'est un peu comme dans les concerts, là, où il y a un DJ qui a une console avec des tas de boutons devant lui, et pour harmoniser le son, il avance un peu l'un, il diminue l'autre, il augmente un troisième, etc. Et c'est ça qu'on fait dans nos fermes, en fait. Tout est lié, on le sait bien. Et quand on change quelque chose, ça a des répercussions sur le reste. Donc si on veut développer des systèmes réellement durables et agroécologiques, il faut travailler sur tous les paramètres ensemble, et ça permet aussi de progresser beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un petit peu ma caractéristique, c'est de faire ça. Il y a très peu de chercheurs qui font ça, moins de 5% des chercheurs adoptent cette technique, mais moi j'y crois beaucoup. Et voilà, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de gérer une première ferme moi-même. J'étais déjà en charge de la gestion de fermes expérimentales où on faisait nos essais. Mais ça, ce sont des essais qui sont finalement assez éloignés des conditions de la pratique, mais où on apprend tout de même des choses, et c'est intéressant. Et on apprend en tout cas comment cultiver, semer telle et telle culture, et on observe ces cultures, donc on apprend indubitablement pas mal de choses. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler dans 3 fermes expérimentales, une en Afrique et 2 en Belgique. Mais il y a une dizaine d'années, on m'a proposé de gérer une ferme de 100 hectares, ce que je n'avais jamais fait moi-même. Bon. Et l'enjeu était assez important puisqu'il s'agissait de développer un système bio sans labour et un système d'élevage bovin viandeux 100% à l'herbe, notamment. Il y avait aussi d'autres objectifs. Et donc, comme j'aime bien les défis, au bout de quelques jours, j'ai accepté, malgré qu'à l'époque, j'étais absolument certain qu'il était impossible de gérer les adventices si on n'avait pas un des deux grands moyens possibles, c'est-à-dire le labour et l'utilisation d'herbicides. J'étais persuadé de ça, comme la plupart des agronomes et des agriculteurs, et comme ils le sont encore aujourd'hui. Mais finalement, en rencontrant des agriculteurs pionniers, en cherchant sur Internet, etc., et en réfléchissant, petit à petit, j'ai développé ça. Et c'est un système qui aujourd'hui est performant dans les conditions de la Belgique, en tout cas. Alors, Agribio Dordogne m'a invité aujourd'hui, et je les remercie beaucoup pour ça. Mais moi, je ne connais pas la Dordogne, hein. Si ce n'est dans les vins que je bois régulièrement, mais sinon assez peu. Donc, je n'ai pas des solutions pour vous
toute faite, mais par contre on peut y réfléchir ensemble et échanger vos expériences et la mienne, et voir ce qu'on peut transférer de la Belgique et du nord de la France au sud de la France. Bon, j'ai bien sûr des idées tout de même, hein, parce que notre climat se méditerranéise aussi en Belgique maintenant depuis au moins 5 ans, c'est tout à fait clair, donc on doit s'adapter également. Bien, alors l'équipe d'AgriBio et Thibaut en particulier m'a dit on n'attend pas de toi que tu fasses un exposé classique où tu parles pendant 1h30 et puis après il y a des questions. Mais on va plutôt organiser ça sous forme d'un témoignage et j'aimerais que tu nous expliques comment tu as développé ce projet, pourquoi aussi, et puis comment, quelles ont été tes erreurs, comment tu as solutionné les problèmes petit à petit, pour éviter d'ailleurs que les gens répètent les erreurs que j'ai faites, et comprennent bien la démarche. Alors j'ai trouvé ça intéressant, je n'ai jamais fait ça, mais c'est une façon dynamique et justement moins académique, un peu moins théâtrale de voir les choses, et ça me plaît beaucoup. Mais ça nécessite évidemment aussi votre collaboration, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à apporter vos expériences, à venir avec vos questions, vos inquiétudes, et on essayera de partager tout ça. Alors, le défi, c'est aussi qu'on doive traiter ça en 1h30. On a 1h30 au total, je pense. Alors, ce matin, c'est un temps avec ton expérience d'1h30. Cet après-midi, on aura vraiment le temps de développer sur les 4 fermes types. Oui, ça c'est important de le signaler. Donc, on a travaillé en amont quand même, hein, sous la direction de Thibaut et toute son équipe. Et on a eu une ou deux visioconférences pour préparer ça et prendre 4 cas d'école, hein, comme on dit, c'est-à-dire 4 fermes qui m'ont aussi envoyé, je leur ai envoyé un questionnaire, ils ont répondu à mon questionnaire, et je vous présenterai les 4 fermes sur cette base-là. Ils sont, je pense, ils seront tous dans la salle. Voilà, il y a bien sûr Didier, voilà, il y a 3 des 4 fermes. Et Guillaume n'est pas là, mais Jérôme Dury qui est là et sur les mêmes sols, et c'est son voisin, il pourra peut-être apporter des éléments. Voilà, voilà. Donc on aura 3 fermes plus une autre, et j'ai résumé tout ça dans un PowerPoint. Cet après-midi, j'ai un PowerPoint, c'est structuré comme d'habitude. Bon, et donc là, on a identifié les problèmes, les questions, et j'ai essayé d'y réfléchir, et donc je vous partagerai mes réflexions, et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà le programme du jour en 2 parties. Donc. Alors la première partie me ramène à cette première ferme. Finalement, sur 10 ans, j'ai coaché ou géré moi-même 10 fermes. Donc j'ai géré moi-même en fait 2 fermes, où c'était pas gérer l'administration, hein, donc c'était prendre les décisions, faire les travaux dans 2 fermes, petite centaine d'hectares. Donc j'ai commencé dans une ferme de 100 hectares, ce qui était une ferme de grande culture uniquement à l'époque, qui avait déjà engagé une transition, d'abord vers, disons, l'agriculture raisonnée et le non-labour, et puis était passé en bio. Et là, mon prédécesseur avait dit, en bio, il faut labourer, quoi. Donc ça fendait un peu le cœur de l'agricultrice qui dit, comment, c'est un retour en arrière pour moi, mais bon, on va faire des labours, mais superficiels. Et en fait, ça se passait très mal, cet épisode bio, là, moi je suis arrivé, bon, et donc les rendements étaient très faibles à l'époque. Pour notre région, c'était des rendements très faibles, de l'ordre en céréales de 2 tonnes de grains par hectare. Et donc j'ai repris ça et j'ai pu dès la première année en fait doubler les rendements et aussi la rentabilité de la ferme. Ça a demandé évidemment un investissement important en temps, etc. Et puis d'autres gens sont venus voir cette ferme
et m'ont demandé, bah, tiens, est-ce que tu veux pas m'accompagner dans ma transition? Et puis une deuxième ferme m'a dit, bah, tu veux pas gérer ma ferme? C'était des propriétaires de terre qui géraient pas leur ferme eux-mêmes. Et donc ça a été bien pratique pour moi puisque j'avais quasiment carte blanche et j'ai pu développer ce système. Voilà. Alors dans cette première ferme, donc une ferme de grande culture, je me dis, moi j'avais beaucoup travaillé sur les prairies au départ. Prairies permanentes, prairies temporaires, donc c'est un sujet que je connais bien, le potentiel de fixation d'azote des légumineuses prairiales, je connaissais bien aussi, on avait fait beaucoup d'essais là-dessus pour quantifier tout ça. Et pour moi, c'était évident que si on voulait développer un système durable, il fallait réintégrer l'animal dans la ferme. Pourquoi ? Parce que quand on a des animaux, on peut avoir des prairies temporaires qui font partie de la rotation. Et ces prairies temporaires doivent être à base de légumineuses en bio, bien sûr. Et c'est la principale source d'entrée d'azote dans une ferme. Voilà. Et quand on a ça, on a aussi du fumier éventuellement, qui n'est pas une source d'azote, parce que la seule source d'entrée d'azote dans une ferme bio, en dehors des achats extérieurs, ce sont les bactéries qui fixent l'azote. Et les plus efficaces sont quand même les bactéries qui vivent en symbiose avec les légumineuses. Dans ma région, une luzerne ou un trèfle violet fixe de l'ordre de 300 à 400 kg d'azote par hectare et par an. Donc c'est ça, on l'a mesuré et c'est considérable. C'est à peu près le double de ce qu'on épand en moyenne en conventionnel en France, par exemple. La moyenne 150 kg par hectare sur les grandes cultures. Ces légumineuses, elles fixent le double gratuitement. Alors ce côté gratuit prend tout son sens aujourd'hui quand on voit l'envolée du prix du gaz et du prix des engrais azotés. Et même aussi la disponibilité des engrais azotés, puisque depuis quelques semaines, la production européenne d'engrais azotés a été divisée par 2. Il y a pas mal d'usines de synthèse d'engrais azotés d'Europe de l'Est qui ont carrément fermé, et les grands producteurs ont réduit leur production de 30%. En moyenne, c'est une réduction sur l'Europe de 50%. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde, quoi. Et donc il faut commencer cette transition. Et donc cette idée d'agriculture bio et d'agriculture bio sans labour aussi prend de plus en plus de sens depuis 10 ans. Pour moi, ça devient de plus en plus une évidence, d'autant que le prix du gasoil a aussi beaucoup augmenté et que le labour nécessite évidemment une puissance importante et donc une consommation de gasoil important. Donc voilà, un système agroécologique idéalement doit être basé sur des animaux et sur les prairies temporaires en particulier. Alors au début on les a vendus, mais alors très vite j'ai acheté des génisses Angus, et là on peut en reparler. Pourquoi les Angus? Là il y a aussi différentes raisons, mais c'est en tout cas une race d'Europe du Nord-Ouest, donc c'est pas complètement exotique, et qui a une énorme capacité à valoriser de l'herbe. J'aime bien dire en souriant que quand une vache Angus regarde l'herbe, elle commence à grossir, quoi. Et donc elle a cette capacité, c'est une race qui a aussi la capacité d'être finie 100% à l'herbe, ce qui n'est pas possible avec toutes les races, mais il y a des races françaises qui peuvent le faire aussi, bien entendu. Voilà, donc ça c'était la première étape. Il faut de l'azote, il faut de l'azote, il faut de l'azote, donc des légumineuses. Alors, un autre point, c'est que il fallait aussi gérer l'interculture. Et je voulais dès le départ avoir une vision d'ensemble sur tous les problèmes d'une ferme. Donc ici on vient parler très rapidement de l'importance de l'azote, mais il y a aussi la gestion des adventices, il y a la gestion des ravageurs, la gestion des maladies. Ça, ce sont 4 points extrêmement importants. Et j'ai voulu développer un système où tout soit pris en compte et qu'on ne fasse pas en améliorant un point, on ait d'autres problèmes qui apparaissent.
hein. Et ça n'est que l'approche système qui peut résoudre cela et pas l'approche analytique voilà, c'est l'essentiel de la science. Et là, je ne critique pas l'approche de la recherche analytique, elle est nécessaire aussi, elle a permis de très grandes avancées de la connaissance depuis plusieurs siècles. Donc la question n'est pas de critiquer la recherche en général et la recherche analytique en particulier et dire que la recherche système serait mieux que l'autre. Non, le problème c'est l'absence d'équilibre entre les deux. Aujourd'hui, la recherche système représente à peine 5% des efforts de recherche et l'approche analytique, donc environ 95%, voire plus. Aujourd'hui, face aux grands défis qu'il y a devant nous, seule l'approche système peut résoudre nos problèmes et l'approche analytique doit venir en support. Donc il faut faire une révolution aussi en sciences, quoi, et dans nos méthodes. Et parmi ces méthodes, je pense que le travail en petits groupes d'agriculteurs avec des agronomes est une des méthodes les plus efficaces parce qu'on part dans la bonne direction. Ça, c'est aussi essentiel. Vous pouvez travailler beaucoup, mais si vous ne partez pas dans la bonne direction, vous n'arriverez nulle part. Donc au départ, toute cette réflexion sur le système est essentielle. Et même si vous êtes un héros de l'environnement ou de la bio sans labo, il ne faut pas poser des actes héroïques. En fait, ce sont des petits gestes tous les jours. Et si vous faites un petit pas tous les jours, mais dans la bonne direction, vous irez loin et vous atteindrez quelque chose, quoi. Mais si vous agitez beaucoup mais que vous partez dans une mauvaise direction, ça ne sert à rien. Voilà. Et l'approche analytique, elle a aussi cette caractéristique que parce qu'elle ne voit qu'un tout petit aspect des problèmes, des créneaux très très étroits de la réalité, quand elle trouve une solution pour résoudre un problème dans ce petit créneau, dans la plupart des cas, cette solution crée d'autres problèmes qui n'ont pas été prévus au départ puisqu'on n'a pas regardé de façon plus large, et donc la solution d'aujourd'hui devient le problème de demain. Dans l'approche système, ça n'est pas le cas, si elle est bien appliquée. Donc j'ai voulu penser à tout ça dès le départ, et donc envisager tous ces aspects de disponibilité d'azote, gestion des maladies, gestion des ravageurs et gestion des adventismes. Alors revenons à nos prairies temporaires. On a dit qu'elles fixaient de l'azote, mais il se fait que c'est aussi un moyen extraordinaire pour gérer les adventices. Dans mes parcelles d'essai, en fait, on travaillait en conventionnel au départ, et donc ces parcelles étaient propres. Et donc je n'avais jamais mesuré l'impact des prairies temporaires sur la gestion des adventices à plus long terme. Et un jour, un agriculteur, qui est un des meilleurs experts du pâturage tournant en Belgique, et avec qui on travaille sur les prairies temporaires à base de légumineuses et de graminées, m'a dit, mais tu sais, tu vois, une luzerne dactyle, c'est aussi un moyen fantastique d'éliminer le chardon. En fait, au bout de 2 à 3 ans, d'une luzerne dactyle fauchée 3-4 fois par an, le chardon disparaît complètement, quoi. Et c'est le cas aussi du chien-dent et de beaucoup d'espèces annuelles dont les banques de graines s'épuisent, et notamment les graminées. Les graines de graminées ont une espérance de vie très courte, donc la banque de graines a une durée de vie courte. Et au bout de 3 ans, ces banques de graines sont déjà extrêmement déprimées. Et donc, pendant la croissance de la prairie, ces graminées annuelles n'ont pas l'occasion de se multiplier, et donc leur population s'épuise. Une des choses, un problème qui était aussi devant moi pour gérer ces prairies temporaires, c'était leur composition. Alors j'étais absolument sûr qu'il fallait une grosse dominance de légumineuses, et en fait dans les mélanges que je propose, que ce soit à base de trèfle violet ou de luzerne, il y a 80% de légumineuses dans la matière récoltée.
Je ne vais pas dire 80% dans le poids de semence, évidemment. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait ajouter comme graminées? Et dans le nord de l'Europe, c'est le régras qui a, le régras anglais particulièrement, qui est la graminée reine. Mais donc j'ai choisi au départ le régras d'Italie plutôt que le régras anglais. Pourquoi? Parce qu'il est encore plus productif que le régras anglais. Sa qualité se dégrade plus vite que celle du régras anglais, mais en fauche, il est tout à fait adapté, notamment si on veut faire du foin ou même de l'ensilage. C'est une des bonnes graminées. Bon, bref, j'avais choisi le régras d'Italie en combinaison avec le trèfle violet. Ça a été ma première grosse erreur. Parce que je m'étais dit que voilà, je savais bien que le régras d'Italie produisait facilement des semences et pouvait se comporter lui-même comme une adventice. Mais je m'étais dit, je vais le gérer puisque je vais le couper au stade début épiaison et puis ça va très bien marcher. Eh bien, ça n'a pas bien marché du tout parce qu'en fait, même en le coupant au stade épiaison, il y a sans doute toujours un certain pourcentage de thalles qui sont plus avancées et quand on le fane, les graines continuent à mûrir pendant ce mécanisme de dessiccation. Et donc l'année d'après, ça a été un tapis de trèfle violet dans l'interculture, de régras d'Italie, pardon, dans l'interculture. J'ai fait évidemment des faux semis, mais c'était impossible d'en venir à bout. Au bout de 2 ou 3 faux semis, j'ai semé la céréale suivante et elle a été complètement envahie. Donc ça, c'était la première conclusion. C'est que les régras, parce qu'après j'ai éliminé les régras anglais aussi, et là aussi j'en suis de plus en plus heureux d'avoir fait ce choix-là, parce que finalement le régras anglais, certes, est la meilleure graminée d'un point de vue de la qualité, mais elle s'écrase complètement en été, maintenant avec les sécheresses qu'on a, pendant 2 mois, 3 mois, même 4 mois cette année, il ne produit plus rien. Et donc il restait la fétuque élevée, la fléole, la fétuque des prés, le dactyle. Et finalement c'est le dactyle qui s'est imposé comme le compagnon idéal et naturel d'ailleurs de la luzerne, ça c'est bien connu, mais aussi du trèfle violet. Parce que le dactyle, il épie 1 fois par an et puis toutes les repousses sont feuillues. Ça c'est aussi un gros avantage. Et quand on le coupe à un stade correct à la première coupe, ben, finalement on a un fourrage de très bonne qualité aussi. Alors dans vos régions, je n'exclurai pas la fétuque élevée qu'on commence à utiliser aussi, qui présente des gros problèmes d'appétence souvent en pâturage, mais il y a des variétés maintenant sur le marché qui sont beaucoup plus souples, qui sont beaucoup plus digestes. Ben, au stade feuillu, finalement, c'est pas mal non plus. Là aussi, il y a des nouvelles variétés. Le dactyle a très mauvaise réputation chez nous aussi dans les prairies permanentes, parce que quand la prairie permanente est au stade pâture, le dactyle est plus avancé que le reste de la prairie. Les écotypes sauvages étaient ou sont toujours attaqué par des maladies fongiques, et donc tout ça fait que son appétence était faible, il était déjà trop ligneux et les feuilles étaient souvent malades. Donc le dactyle en prairie permanente a une très mauvaise réputation, mais il y a pas mal de variétés françaises, parce qu'on a beaucoup travaillé en France sur la sélection du dactyle, qui sont beaucoup plus digestes et beaucoup moins sensibles aux maladies. Et donc on peut les intégrer dans les rotations des cultures en tout cas, et avec très peu de maladies finalement. Et une fois qu'il est ensilé, ça marche très bien, mais il est aussi très apprécié au pâturage, par exemple en arrière-saison. Donc dactyle, et chez vous, dactyle est à mon avis sûrement intéressant, mais aussi la fétuque élevée. Je n'avais pas pris la fétuque élevée chez nous parce que ça me semblait une plante tellement vigoureuse, on l'appelle aussi la fétuque roseau quand même, c'est pas pour rien. La touffe est quand même très vigoureuse,
et j'avais peur de ne pas pouvoir la démonter en bio sans labour. Alors ça, c'est le deuxième problème qui est apparu en prairie. Finalement, c'est les prairies qui ont posé le plus de problèmes dans ce système. C'était comment démonter une prairie de 3 ans, par exemple, à base de trèfle violet dactyle ou de luzerne et de dactyle, sans labour et sans herbicide. Alors là, on a testé différents outils et j'ai eu la chance de rencontrer un prestataire avec qui je travaillais beaucoup, qui était aussi un des pionniers du non-labour en Belgique. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire qui avait une très très grande connaissance des machines notamment. Et avec lui, on a fait des essais avec des outils à cœur d'abord. Alors ça a donné un champ de bataille pas possible avec des mottes partout. C'était pas du tout satisfaisant. On essayait bien sûr de scalper les graminées et les légumineuses à environ 3 cm de profondeur. Mais ça n'allait pas, quoi. Voilà, on avait des mottes, on avait trop de terre attachée aux racines. On a essayé encore d'autres outils. Et puis finalement, la fraise, donc le rotavator. Et c'est finalement ça qui a donné les meilleurs résultats. Et j'ai une petite vidéo à vous présenter. Ça dure quelques minutes, mais elle est extrêmement didactique. Elle a été réalisée par un agriculteur d'ailleurs. Voilà. Et donc là, on arrive à la fameuse étape du mulch, donc dans lequel on passe cet outil qui est un rotavator un peu amélioré. Sur ce rotavator, on a changé la pignonnerie du rotavator. On est sur une pignonnerie qui fait tourner la fraise plus vite que la normale puisqu'on est à 380 tours minute. La deuxième modification, il a été mis sur 4 roues pour pouvoir avoir un suivi de terrain le plus régulier possible. Et troisième modification, on a des pales qui sont de part et d'autre de la flasque pour avoir un bon recoupement au niveau des pales. Et donc ça, l'objectif, c'est d'être sûr que lorsque le rotavator va travailler à faible profondeur, qu'il vienne bien frapper la totalité de la surface. L'idée agronomique pour nous, c'est plusieurs objectifs sur ce passage-là. Premier objectif, détruire la végétation en cours. Quand on regarde d'un peu plus près le travail qu'on vient faire, on est en gros sur une profondeur qui varie de 1 cm à 2-3 maxi. Si je suis dans un passage de roue dépendeur ou si au contraire je suis sur une zone qui n'a pas vu de pneumatique, on a une profondeur qui varie. Là, on voit bien que je suis quasiment à même le sol et puis là je suis plutôt à 2-3 cm. Voilà, donc ici on voit des choses importantes déjà. Vous avez remarqué, mais il va en parler dans un instant je pense, que les dents du rotavator sont pas courbées mais pliées à angle droit en fait. Donc elles forment un L, ce qui permet d'avoir une coupe très homogène. Tout est coupé à la même hauteur. Moi je coupe à environ 3 cm. Il faut dire qu'ici il travaille sur régranglé justement. Lui il n'a pas encore éliminé le régranglé de son système. On en a parlé un peu avec lui aussi. Mais avec la luzerne, trèfle violet, dactyle, il faut descendre un tout petit peu plus bas, à 3 cm, mais ça doit être assez précis, quoi. 1 cm, ça peut compter, quoi. Si on a une fraise ordinaire, je dirais, les dents sont plus courbées, et alors on a une surface de sol en tôle ondulée, et il y a des plantes qui sont coupées trop bas, d'autres pas assez profondément, et donc on a plus de reprises. Alors il y a une autre caractéristique aussi qu'on voit sur l'image juste avant, c'est que le capot de sa fraise se relève à fond, et donc il y a une éjection du matériel vers l'arrière, ce qui n'existe pas dans la plupart des fraises ordinaires. Le capot ne peut pas vraiment se relever et alors le matériel est brassé sous la fraise, repart vers l'avant, vers le tracteur, finit par ressortir et donc les plantes sont intimement mélangées à la terre. Tandis qu'ici, avec ce type de fraise, on éjecte la terre et les plantes en même temps. La terre est plus lourde donc elle retombe plus près du tracteur et les plantes sont plus légères, elles se déposent plus loin
à la surface du sol, donc exposée aux rayons du soleil. Donc ça, ce sont deux points essentiels, la forme des dents et le capot arrière. Et il l'a déjà dit aussi, il a mis sa fraise sur des roues. Et il n'y a pas de rouleau à l'arrière. Tandis que dans presque toutes les fraises, il y a un rouleau à l'arrière. Et le rouleau, qu'est-ce qu'il fait? Il réappuie les plantes dans le sol, ce qui favorise le réenracinement. Donc il faut aussi cela. Donc ça fait déjà 3 conditions: forme des dents, capot qui se relève, et surtout pas de rouleau à l'arrière, et donc des roues pour stabiliser l'outil. Alors après, ce qui est le plus délicat, c'est le raigrats, puisque c'est ce qu'il y a de plus résistant dans ce qu'on a observé. Tout ce qui est mélange plutôt orienté très métail avec des céréales, pois, févrole, c'est des choses qui se mulchent très facilement. On fait exprès de mulcher avec les capots du rotavator ouverts, puisque là l'idée c'est qu'en fait les particules fines de terre retombent les premières, et au contraire les plaies avec les raigrats, eux, volent plus loin. Et donc logiquement ils retombent après, et ils retombent sur la surface, ce qui leur laisse là encore moins de chances de survie, puisque les systèmes racinaires se retrouvent sur le mulch et non pas collés à la terre, prêts à refaire du système racinaire. Ce qui me plaît là, c'est que je vois bien mes raigrats qui sont coupés à l'endroit où je veux. Hein, on est vraiment, quand on regarde les raigrats, voilà, ils ont très peu de racines pour survivre. Ils ont été frappés au bon endroit, donc ça me laisse présager le fait qu'ils ne vont pas résister dans les jours qui viennent s'il y a un peu de soleil. Aujourd'hui, pour faire de la destruction de raigrats à moindre coût, en bio, c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace pour nous. Le deuxième objectif, c'est de faire ce travail de mulch. Ce mulch-là, il a tendance à disparaître assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, on observe plutôt en 3 semaines, 1 mois, c'est bien. Et donc là, cette année, comme on est en retard, il n'y aura pas les 3 semaines, 1 mois. Donc on verra dans les étapes suivantes comment ça va se comporter. Mais ce qui est confirmé, contrairement à ce qu'on pense, c'est que plus il y a de végétation, et plus le résultat est probant. Plus on va se retrouver avec des débris végétaux qui sont par-dessus, et plus ça étouffe l'herbe, et donc on a un résultat qui est encore meilleur. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle est particulièrement didactique. Et bon, là, je ne suis pas d'accord avec lui sur le dernier point. Moi, je rase au contraire très fort le couvert avant de passer la fraise. Enfin, c'est un détail. Mais sinon, c'est fantastique. Donc, ce qui est aussi... moi, j'ai développé ça il y a 10 ans. Et ce qui est sécurisant, c'est que finalement, il y a d'autres personnes qui retombent sur les mêmes solutions. Quoi, hein, parce que Julien et moi, on ne s'est pas concertés. Lui a redécouvert ça quelques années après. Mais il est aussi partisan de la fraise. Oui. Ça se passe comment avec les cailloux? Alors, avec les cailloux, c'est plus compliqué, bien entendu. Et les dents s'usent plus vite. Mais voilà. Mais ça fonctionne aussi. J'ai travaillé dans des sols caillouteux également, et voilà, c'est possible. Ouais. Après, c'est les conditions météo, plus c'est sec et plus ça use. Plus ça... Voilà, alors, il y a un moment pour faire ça, c'est de le faire au moment où il fait sec, pour que les plantes sèchent déjà. Et donc moi je le fais au mois d'août, parce que chez nous on peut prendre 3 coupes avant le 1er août. Et donc on sacrifie la 4e de la dernière année, mais par exemple si on a 3 ans, on garde le couvert 3 ans, on fait 4 coupes par an, ça fait 12, donc on sacrifie 1 coupe sur 12. En fait, hein. Donc ça c'est tout à fait raisonnable pour tous les services que la prairie rend. Évidemment elle produit du fourrage, mais elle laisse de l'azote pour les cultures qui suivent, elle nettoie le terrain, etc. Et donc on fait ça au mois d'août pour que ça sèche, mais aussi pour respecter la vie du sol. C'est la pratique la plus agressive pour le sol qu'on utilise en fait dans le système, mais néanmoins c'est un travail très superficiel, donc 3 cm, qu'on fait en été quand les vers sont en profondeur. En fait on tue pratiquement aucun ver de terre.
Les bactéries, à mon avis, sont très peu affectées. Les champignons endomycorhiziens, forcément, sont en partie affectés. Ça, c'est inévitable. Toutes les autres techniques sont superficielles, sauf la fissuration, et sont beaucoup moins agressives pour la vie du sol. Mais ici, voilà, on est obligé de faire ça. Les dents, elles font comme neige au soleil, hein. C'est qu'il faut changer tous les demi-hectares. Hein. Je pratique aussi, j'ai même un petit outil. Alors déjà, changement de pignonnerie, je pense que les disques à friction, ils dégagent régulièrement. Et je pratique aussi, enfin voilà, je déplie le rotavator, mais alors, le changement de pignonnerie, le changement de pignonnerie entraîne une usure excessive du mécanisme. Et effectivement, dès qu'on va rencontrer un obstacle, hein, une pierre ou n'importe, bon, le mécanisme en prend un coup dans les dents. Donc la durée de vie du matériel, je ne suis pas sûr qu'il fasse 30 ans, son rotovator. On a l'usure des dents, hein, qui est quand même assez onéreuse sur ce type de matériel. S'il faut changer tous les 10 hectares, parce qu'au mois d'août, chez nous, il va morfler, hein, clairement. Et après, l'autre défaut de ce système-là, c'est une légère semelle. Donc toute technique a des avantages et des inconvénients, évidemment. Mais voilà, c'est ce qu'on a trouvé comme solution et il faut intégrer ça dans les frais, c'est tout. La semelle de labour superficielle, enfin c'est pas labour, mais la semelle de fraisage, disons superficielle, ça existe, mais pour moi ça n'est pas un problème parce que chaque fois qu'on utilise un outil, on lisse le sol. En fait, chaque fois qu'on utilise un outil dans le sol, on abîme le sol aussi d'une façon générale. C'est pour ça qu'il faut réduire au maximum le travail du sol. Mais quand on lisse en surface, d'abord moi systématiquement et notamment après ceci, je fissure le sol les premières années de transition. Et donc là, on a déjà un bon effet positif sur cette surface lissée. Et puis ce qu'on observe, c'est que en surface, les racines éliminent très rapidement ces couches lisses, quoi. Alors qu'en profondeur, c'est beaucoup plus dur. Donc, en tout cas, c'est la technique qui existe pour le moment. Il y a aussi un autre outil qui est apparu depuis quelques années, 3-4 ans, pas plus. C'est une fraise à dents L. Il y a notamment la firme Moreni qui met ça sur le marché. Donc, c'est une fraise rotative à axe vertical, hein, mais qu'on fait passer après un labour en général. Hein, beaucoup de semoirs sont d'office équipés d'une herse rotative à l'avant du semoir. Donc c'est un outil qui est répandu dans les fermes. Et donc il existe maintenant des dents en L qui scalpent aussi le couvert. Et on peut régler aussi la profondeur de travail à 3 cm. Donc c'est une alternative, mais tout de même un peu moins efficace que la fraise. Oui. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec sa conclusion, mais justement, c'est quoi la différence pour vous? Le fait de tondre avant, quoi? Ben, ça facilite le travail de la fraise déjà, et on a moins de matière végétale à éjecter, et donc voilà, ça me semble assez logique. Oui. Oui. Juste, du coup, ça s'apparente quand même aux techniques de Vence, que je suppose vous avez essayé par l'ajout de ferment, et du coup, si aujourd'hui vous n'en parlez pas, c'est que vous n'avez pas vu de gain avec ce rajout de ferment? Non, je n'ai jamais, enfin j'ai suivi les formations de Vence, mais je n'ai jamais utilisé de ferment. C'est pas pour ça que je suis contre. Mais je pense qu'ici, la biomasse qu'on fraise est peu abondante et je ne vois pas la nécessité d'utiliser des ferments, alors que Vence utilise la fraise surtout au printemps, parce qu'ils font beaucoup de maïs là, dans leur région, et sur des biomax, quoi. Donc une matière jeune, très riche en azote, qui peut fermenter très vite et où on peut avoir des pertes d'azote. Je pense que c'est ça l'intérêt des ferments, c'est d'éviter une minéralisation trop rapide en fait de la matière, et éviter la production d'N2O en fait, hein, de la transformation de nitrate en N2O qui est un gaz, et alors on perd, c'est un gaz à effet de serre aussi. Donc je ne pense pas que ça soit utile dans ce cas-ci. Voilà.
Encore une question. Oui. Oui, moi j'ai deux petites questions. Donc, par rapport à l'inquiétude de l'usure du matériel et à la périodicité, c'est sûr qu'en août, on va se retrouver avec. C'est presque pas du bon sens d'aller travailler des sols avec des conditions comme on a en août, hein, on n'y va pas, on ne les touche pas. Ouais. Donc, est-ce qu'il vaut mieux choisir une période, nous, celle qui correspondrait dans les années normales, je dirais qu'on a des pluies, des orages fin août, et une belle période en septembre? Pour le coup, on a un peu plus de fraîcheur dans le sol. Est-ce qu'il vaut mieux pas partir là-dedans pour le respect du sol et du matériel? Est-ce que cette période-là conviendrait? Et la deuxième question, c'est concernant les rumex. Est-ce que tu as des retours sur leur dynamisme ou pas après le passage? Voilà. Mais merci pour la question, parce que je me disais que je devais l'aborder, parce que en nous, c'est dans des conditions belges et du nord de la France. Mais ici, à mon avis, il faut le faire plus tard, oui, parce que les sols sont trop durs en août, très probablement, et donc plutôt en septembre, éventuellement même après une pluie ou deux, et ça va, je pense, encore sécher chez vous assez facilement en automne, en conditions normales en tout cas. Voilà. Et la deuxième question sur les rumex, mais le fraisage peut avoir un impact terrible sur les rumex, enfin, pour favoriser les rumex en fait, si on fraise profondément, mais ici on fraise très superficiellement, donc je pense j'en suis certain, on ne multiplie pas les rumex, c'est déjà une chose, mais on ne les tue pas non plus. Alors les rumex, c'est une grande question en conventionnel comme en bio, on peut en reparler. Il faut d'abord éviter d'avoir des rumex, donc quand une parcelle commence à avoir des rumex, au tout début il faut intervenir, c'est le principe de la tolérance zéro, on va les arracher à la main, mais dès qu'on en a des dizaines, des centaines, c'est plus possible, et donc il y a d'autres techniques possibles, notamment la cure de rumex qui a été développée par le FIBL, donc l'Institut de recherche sur l'agriculture biologique en Suisse, et qui consiste à couper le rumex à plus de 7 cm de profondeur, à sortir les parties aériennes et les premiers 7 cm de racines. Pourquoi 7 cm? Parce qu'on a montré que quand on coupe au moins à 7 cm, la racine du dessous n'est plus capable de reproduire une tige. Si on la coupe à 3 par exemple, ben, la racine en place, elle repart. Et donc on doit la couper le plus profondément possible. Moi j'essayerais plutôt 8 ou voire 9 pour être sûr. C'est pas comme avec les herbicides ou les pesticides en général, c'est pas en mettant 2 fois la dose que ça marche mieux. Mais ici, quand même, si on coupe un peu plus bas, ça risque de marcher encore mieux. Et alors après, il faut ressortir tout ça du sol, faire sécher, et voilà. Éventuellement même endainer et ramasser, mais voilà. Mais il n'y a pas de solution miracle pour le rumex. Question avant. Oui. Petit témoignage, Félix Noublia, que certains connaissent peut-être, qui Oui. aime direct, m'a dit que le rumex avait été attaqué par des prédateurs au bout de la 3e année, il avait complètement disparu. Oui, ça c'est quelque chose qu'on observe très régulièrement. Tout d'un coup, dans une parcelle où il y a eu des rumex, beaucoup de rumex pendant quelques années, tout d'un coup il n'y en a plus. On ne sait pas pourquoi. Oui, je sais, mais lui ne fait pas beaucoup de dégâts. Non. Oui. Mais il ne fait pas beaucoup de dégâts sur le rumex. Il y a un champignon aussi, mais qui n'est pas très actif. Mais oui. Alors, c'était par rapport justement à la propreté des prairies ou des cultures qui vont se suivre, par rapport aux rotations. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis à la retraite, mais ça fait plusieurs années, j'avais reçu Claude Bourguignon sur mon exploitation. Et on a parlé justement des problèmes de limiter le travail du sol. Moi, c'est juste mon exemple, mais il m'a toujours semblé plus facile de faire une culture d'été, un maïs, un tournesol qui est biné, et même si on a un labour, et après passer des céréales d'hiver, céréales de printemps si on veut, mais la culture d'été, c'est la culture la plus facilement nettoyante d'un sol. Parce que vous avez, ce qui a été fait ici, vous avez obligation sur un maïs une ou 2 fois ou 3 fois. Donc les mauvaises graines qui sont en surface, une fois que vous les avez binées plusieurs fois, vous travaillez plusieurs fois, vous pouvez faire un semi-direct sur une céréale derrière. Sincèrement, moi je laboure le matin, je sème l'après-midi.
si c'est possible. Mhm. Les conditions pour garder la fraîcheur de la terre, mais des labours, on essaie de limiter le travail du sol en faisant des labours légers. Et le jour où le travail du sol s'effectue, on évite de faire des fausses nuits. J'ai jamais fait de fausses nuits de ma vie. Ça fait, enfin, moi en 40 ans, je fais ça. J'ai gagné beaucoup en matière organique. Et mes remplaçants qui sont arrivés, qui venaient du secteur, là, l'année dernière, ils ont fait du rouge, du blé rouge, puisqu'ils font du pain, du rouge de Bordeaux. Ils voulaient me faire labourer, travailler la terre 3 semaines avant, 15 jours avant, une semaine avant. J'ai dit non, mais chez moi, là, tu vas passer le disque, c'est que du disque, là, superficiel, et tu sèmes, tu mets le semoir sur le disque, derrière, et tu fais, et c'est tout. Et la prochaine fois que tu vas passer dans le champ, c'est pour récolter le blé. Mais après, on fait un blé de printemps, on fait un couvert, on fait des choses comme ça. Un labour tous les 10 ans. Et c'est le seul labour, et je suis persuadé que la charrue, moi, elle a 40 ans, ma charrue, je l'ai achetée d'occasion, elle fait que pour le maïs. Et par rapport à ce qu'on a entendu parler sur le temps de travail du rotovateur, les usures de... Enfin, chacun a ses conditions. Et c'est la rotation qui prime avant tout sur... Exactement, oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais le but ici est de supprimer un maximum les travaux du sol, et ça on va en reparler. Et bon, après une prairie comme ça, moi je sème et je récolte, et je ne fais rien d'autre. C'est une des choses qu'on doit améliorer en bio, et chaque système est perfectible. Il ne faut pas se dire, ah bah oui, non, je pense que la bio est un système parfait. Il n'y a pas de système parfait. Donc, un des points qu'il faut améliorer, c'est la réduction du travail du sol, parce que ça entraîne une destruction de la matière organique par oxydation. Les bactéries, plus on oxygène le sol, plus les bactéries attaquent la matière organique, la transforment en CO2, et donc on perd de la fertilité. Et dans des fermes où il n'y a pas de bétail et où il n'y a pas de prairies temporaires, on a une diminution continue, et au bout de 10 à 20 ans, c'est la faillite. Les rendements sont tombés à un niveau trop bas. Donc ça, c'est un point que je voulais en tout cas gérer. On n'a pas encore parlé de l'aspect carbone, mais on va y venir. Donc on a cette technique-là pour démonter les prairies. Après, quand reviennent les pluies en septembre, comme cette année, on observe une minéralisation très importante. Et c'est pour ça que les prairies reverdissent très vite. Il y a l'effet de l'eau, mais il y a aussi le fait que toute la vie du sol est relancée, les bactéries minéralisent la matière organique et c'est reparti. Voilà. Donc il ne faut pas perdre cet azote. Et si on met un blé d'hiver, panifiable par exemple, après une prairie temporaire, et c'est une place idéale à mon avis pour un blé panifiable, si on sème le blé comme c'est souvent le cas chez nous en bio, début novembre, ou même au 15 octobre, qui est la date typique, mais même chez vous, je vois que c'est une date un peu pivot pour le semis des céréales d'hiver, les céréales vont rester toutes petites pendant tout l'hiver, et une grande partie du nitrate va percoler vers les nappes et sera perdue. Donc il faut, et on n'a pas le temps de semer évidemment un couvert entre la céréale d'hiver et la destruction de la prairie au mois d'août. Donc il faut absolument semer les céréales très tôt. C'est là qu'on voit de nouveau cette approche système. Donc on a modifié un point, il faut modifier les autres. Et au lieu de semer au 15 octobre, on sème au 15 septembre. Okay. Pardon ? Sans jaunisse nanisante. Sans jaunisse nanisante, oui. Parce qu'on gère aussi les pucerons par ailleurs, mais ça on va y revenir. Moi je n'ai jamais eu de pucerons dans mes céréales bio sans labour, jamais, ça n'existe pas, chez moi en tout cas. Oui. Ça vous l'avez fait en Belgique? Oui. Tout ce que je vous raconte... Peut-être qu'on cet après-midi on fera plus des partages d'expérience, mais... Oui. Ça, enfin, moi je l'avais testé, et en fait nos variétés qu'on met dans le sud, comme elles sont très précoces, on a vu un bel automne, on s'est retrouvé avec des variétés qui étaient à piaison à Noël. Oui. Et quand je l'ai oui, voilà. Donc il faut choisir des variétés très hiver, à semer aussi. Vous voyez, les interactions aussi avec la génétique. Mais ce sont des variétés très répandues. Mais on va revenir à la génétique aussi. Tout est dans tout. Donc il y aura le réseau écologique qui va gérer les pucerons, et puis il faut changer la génétique. Mais on peut aborder ça tout de suite si vous voulez. Moi j'avais donc repris cette première ferme qui était en bio avec des rendements catastrophiques en céréales.
Et j'ai tout de suite compris que les blés et les orges modernes, ceux de la Révolution verte, enfin ceux qu'on utilise depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des nains, en fait. On a introduit le gène du nanisme dans ces variétés. Et ça avait beaucoup de sens parce que l'idée c'était de transférer la biomasse de la paille vers le grain, et comme le grain a évidemment plus de valeur que la paille, c'était très bien. En plus, ça réduisait les risques de verse, on rajoutait un raccourcisseur de paille, on peut mettre plein d'azote et donc sans qu'il verse, et donc on a des rendements intéressants. Bon, c'est la logique. Mais ils ne sont pas du tout adaptés à la bio. Et on a des réseaux de testage de variétés partout en Europe, organisés en bio. Souvent c'est des terres conventionnelles, mais où pendant un an on arrête de mettre des engrais et des pesticides. C'est pas vraiment des conditions bio, mais il y a aussi sûrement des vrais essais bio. Mais avec toutes des variétés adaptées à l'agriculture conventionnelle, donc ces variétés naines. Comme ce sont des nains, ce sont des passoires adventices, quoi. Et en plus elles ont des feuilles érigées, donc la lumière pénètre entre les plants. Ce qui favorise aussi la croissance des adventices. Comme il y a un rapport presque constant entre les parties aériennes, les tiges et les racines, mais ces plants ont peu de racines, et ça dans un contexte de changement climatique, c'est vraiment pas la bonne idée. Il faut des racines. Un agriculteur avec qui je travaillais beaucoup à l'époque, il m'avait dit « Alain, faut qu'on trouve des plantes qui ont des racines. » et donc, ce qu'il voulait dire, c'est que les variétés modernes de céréales n'ont pas suffisamment de racines. Et en plus, et ça on l'a découvert plus tard, la plupart des variétés modernes de blé ne sont plus capables de développer des symbioses avec des champignons endomycorhiziens. Et donc, ils n'ont plus de champignons qui vont chercher l'eau dans des interstices qui ne sont pas explorables par des racines de plantes, bénéficient pas des transferts de phosphore, d'oligo-éléments apportés par des endomycorhizes. Donc il y a une série de points qui font que ces variétés, qui ont été très bien sélectionnées dans un certain contexte, ne nous conviennent pas. Et donc, symbiose avec Monsanto, par contre. oui, voilà. Et avec les marchands, oui, d'engrais, de pesticides, etc. Bon, et donc je n'utilise plus depuis lors de variétés modernes. Alors j'ai cherché très longtemps des variétés de blé adaptées. Bien sûr, il y a les blés anciens, et c'est certainement une option. Mais est-ce qu'il n'existait pas des variétés récentes de blé à bonnes caractéristiques panifiables, qui soient plus hauts, qui aient plus de racines, qui aient des feuilles horizontales? Ben, il m'a fallu des années. Voilà, je vous raconte, c'est un témoignage ici. Voilà. C'est ça le principe de l'exposé. J'ai cherché pendant des années et j'ai fini par trouver en Europe centrale des petits sélectionneurs suisses, allemands et autrichiens qui font ça, qui ont sélectionné des variétés dans des conditions bio depuis le début. Donc sans apport important d'engrais azotés, d'engrais solubles d'une façon générale, et sans utilisation de pesticides, et notamment d'herbicides, et donc dans des conditions où il y a aussi des adventices, etc. Et je dois dire que ces variétés sont vraiment différentes. Alors pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je cite souvent Graziano, mais ce n'est qu'un exemple d'une variété adaptée à mes conditions. Peut-être qu'en Dordogne, ce n'est pas du tout la bonne variété. Mais ça, c'est une variété issue de sélection d'un Allemand qui sélectionne près de Cologne, donc à peu près à la même hauteur que nous en Belgique. En Autriche, ils ont sélectionné, il y a 2 maisons de sélection, même plus importantes d'ailleurs, qui vendent beaucoup de semences en Bulgarie, en Roumanie, et dans lesquelles il y a, à mon avis, une gamme de variétés qui pourrait être intéressante pour vos conditions aussi. Peut-être que Graziano et d'autres seront bien aussi, mais moi j'irai voir du côté de ces sélectionneurs autrichiens, parce que l'Autriche se trouve encore plus dans le centre de l'Europe, donc avec des étés chauds, etc. Très chauds, c'est pas du tout méditerranéen, mais les étés sont très chauds. Donc voilà, là on a un ensemble de variétés qui nous conviennent,
qui produisent plus que les blés anciens, qui ont de bonne qualité panifiable. Et moi, je conseille toujours les agriculteurs, avant de commencer à faire des blés anciens, en venant du conventionnel et de ces variétés naines, passer au moins d'abord par ces variétés récentes adaptées à la bio. Juste pour dire, l'INRA, ils ont des variétés obligatoires à sélectionner aujourd'hui sans entrant, ni engrais, ni pesticides. Et ils ont sorti une très bonne variété, plus de 50 quintaux, sans entrant. Il n'y a personne qui a voulu l'acheter, parce qu'il y a un brevet derrière à acheter. Ils ne l'ont pas multiplié, il y avait 1 hectare. Et aujourd'hui, cette variété, elle est restée en stock, parce qu'ils attendent que... Mais l'INRA, il y a quelques années, avait produit une variété qui avait été sélectionnée en conditions conventionnelles, et la dernière année en bio. Ça ne m'avait pas convaincu. Mais je sais qu'ils ont initié un système de sélection purement bio, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de variété disponible sur le marché encore. Ou ils ne l'ont pas multiplié. Voilà. Bon, ça viendra sûrement, mais voilà. On n'a pas encore de variété française disponible. C'était peut-être un hybride qu'ils ont eux-mêmes sélectionné. Je ne connais pas la variété, mais il a été bien. Ils avaient une autre variété qui était... Parce que sincèrement, j'ai reçu des étudiantes qui travaillent avec un organisme tunisien, où il y a Monsanto qui a toute la ferme. Toute la ferme, l'école principale d'agronomie en Tunisie. Je ne sais plus le nom. C'est Monsanto qui gère tout. Le financement, l'irrigation, et c'est ça. Ils sélectionnent des blés avec le double d'engrais, le double de produits phytosanitaires. Le facteur principal, c'est le rendement. Il faut qu'ils arrivent à 130, 140, 150 quintaux s'ils peuvent. Et ils vont vendre nos variétés, mais sans jamais dire qu'il faut autant de conditions derrière, de contraintes de sélection. La sélection, elle se fait que sur le rendement. Ok. Oui, mais c'est une autre logique, évidemment. Voilà. Mais donc, par exemple, Gradiaro est très hiver et n'épille jamais avant l'hiver, même dans vos conditions. Mais le cas des prairies temporaires et des blés, là, c'est intéressant parce que vous voyez, il a fallu développer une technique nouvelle de démontage, changer d'espèce, et puis ça a des implications sur le blé. Il faut semer beaucoup plus tôt le blé. Et alors oui, qu'en est-il des pucerons, des apports de virus, de développement de vulpins aussi. Enfin, les conventionnels sèment un peu plus tard, pas en septembre, le blé chez nous, parce qu'ils ont peur des pucerons. Les bio, ils ont peur du vulpin, donc ils sèment en novembre. Les résultats de ça, c'est que des céréales semées en novembre sont toutes petites au printemps, ne couvrent pas le sol, ont laissé échapper des quantités de nitrates très importantes, donc elles tirent la langue au printemps, elles ont une faim d'azote terrible, et à ce moment-là, il y a des germinations d'adventices, et il faut passer tout son printemps à désherber avec la RC-Tri ou un autre outil. Donc je voulais absolument éviter ça, et en semant tôt, il se fait que, voilà, je n'ai jamais observé de pucerons et encore moins de nanisme. Comme on sème tôt, la céréale se développe très vite, elle a beaucoup d'azote à sa disposition, elle couvre très vite le sol, on n'a pas de vulpin, on n'a pas d'adventice du tout en fait. Et au printemps, elle est très dense, elle peut geler un peu, les feuilles peuvent geler en hiver, c'est pas un problème, les feuilles retombent, ça fait une fertilisation, c'est réutilisé. Au printemps, c'est très dense, il n'y a pas d'adventice et on ne fait plus rien. Voilà. Alors, l'autre grande technique, c'était les couvets. Pas trop importante, ça aussi, beaucoup moins important qu'en conventionnel. De l'ordre de 140 à 160 kg hectare, donc en moyenne 150. Alors l'autre technique, c'est aussi ce qui se passe après ce blé. On peut prendre la rotation dans l'ordre si vous voulez, une rotation théorique. Après la moisson, le sol est nu, et ça on sait bien que pour la vie du sol, c'est pas top, donc il faut couvrir le sol. À l'époque, on avait encore des pluies régulières en été, donc on a installé des biomax au premier roux en moyenne. On récolte fin juillet, début août. Et
il faut semer très très vite après la moisson, c'est bien pour garder l'humidité dans le sol, voilà. Et on fissure, on applique une matière organique et on sème. Ça aussi c'est un sujet de controverse parce que mettre du fumier légèrement composté, hein, au passage je dis que je fais une petite parenthèse sur le compostage, je suis un grand partisan de composter en surface avec ou non un léger compostage en tas. On sort le tas de l'étable, enfin on sort le fumier de l'étable et on fait un tas et on ne le retourne pas, on l'applique après dès qu'on peut sur le champ. Parce que sinon on a des pertes de carbone et d'azote considérables. Alors on applique ce fumier en plein été, en plein cagnard éventuellement, juste avant le semis découvert. Alors là, bon, on risque d'avoir des pertes d'azote et on ne l'incorpore pas dans le sol en plus. Donc, c'est sûr qu'on a quelques pertes à ce niveau-là, mais on n'a pas composté. Donc, si on avait composté, on aurait déjà perdu 50% du carbone et de l'azote avant de commencer. Ici, on en perd beaucoup moins. Et le biomax se développe très vite. Encore une fois, c'est une affaire de compromis. Hein, comme dans le cas de l'usure des outils, toute technique, il y a un coût, mais ça nous semble être le meilleur compromis. Et donc le biomax se développe très vite, il atteint 4 à 6 tonnes de matière sèche en 2 mois et demi de croissance. Ça c'est une révolution parce qu'on n'avait jamais fait des engrais verts aussi productifs qui étaient monospécifiques jusque-là en Belgique. Alors le biomax, il est adapté aux conditions, hein, donc biomax ça veut dire maximum de biodiversité, maximum de biomasse. C'est un mélange complexe d'engrais verts qui peut comprendre jusqu'à 10 espèces et 6 ou 7 familles botaniques. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait surtout une grande diversité de familles botaniques plus que d'espèces, une grande proportion de légumineuses pour fixer de l'azote aussi, encore en plus de la fumure organique qu'on a épandue. Et donc il se développe très très vite et on peut semer en direct dedans si on a plus de 4 tonnes de matière sèche par hectare produite. Voilà. Alors le biomax ça coûte cher, jusqu'à 200 € par hectare, c'est trop, malgré tous les bienfaits du biomax. Et là on peut en dire un petit mot. La première fois que j'ai semé un biomax, finalement, il est monté à plus de 2 mètres. Et au début, je ne le voyais pas pousser, mais début septembre, le sol a commencé à gonfler comme de la pâte à pain, quoi. Et ça, c'était vraiment très spectaculaire. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose dans le sol, quoi. Et visiblement, les bactéries, aussi des levures du sol, faisaient gonfler le sol. Et donc là, la théorie rejoignait la pratique, parce que la théorie, c'est que plus il y a une diversité de familles botaniques, plus on réveille des espèces de bactéries qui sont inféodées à des familles botaniques. Et dans les fermes, il y a souvent très peu de familles, hein. Par exemple, dans ma région, dans le temps, c'était betterave, froment, escourgeon. Donc il y avait 2 familles botaniques, c'est pas beaucoup, quoi. Et donc quand on ramène du lin, par exemple, dans le biomax, des légumineuses, etc., on réveille des bactéries qui étaient en dormance depuis des années. C'est ce que j'appelle l'effet prince charmant, quoi. Le biomax embrasse la terre et la vie du sol se réveille, quoi. Voilà. On le voit, on le sent, quoi. Et puis elle fixe beaucoup d'azote et on peut avoir très facilement 60 unités d'azote disponibles pour la culture qui suit, voire 80 unités. Il étouffe les adventices en cours de croissance et puis quand on peut semer en direct dedans, on l'écrase au rouleau faca, on sème en semi-direct, on a un mulch et encore une fois, on sème la plante suivante qui peut aussi être une céréale ou un métail ou autre chose. Et c'est de nouveau ce principe de semer et récolter. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a plus de désherbage, quoi. Donc on n'arrive pas à faire ça dans 100% des cas, mais je dirais que dans les 3/4 des cas, on arrive à semer et récolter. Et le biomax relâche les éléments nutritifs
dans le courant de l'automne et en hiver, et la plante, la culture principale, absorbe tous ces éléments nutritifs, on ne fertilise pas la culture principale. Oui. Là c'est direct, c'est pas fraisage et semis, c'est direct. Oui. Donc on n'incorpore pas toute cette masse dans le sol par fraisage avec des ferments, etc. Voilà. Mais ça pourrait être une technique aussi, hein, dans la technique Vence, c'est ça. À condition que le biomax ait pris un certain volume. Oui, voilà. Alors s'il n'a pas un certain volume, on le gire au bras et on sème classiquement. Et l'implantation du biomax se fait en semi-direct. Derrière la batteuse. Ah, non, là tu le fais. On le sème en semi-direct aussi, le biomax, oui. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. On parle pas de là. On fissure et on sème en semi-direct. C'est le blé qu'on sème derrière la fraise, mais derrière le blé, on... Mais pas sous couvert. C'est direct, mais pas sous couvert. Non, mais alors cette technique doit évoluer maintenant avec les changements climatiques, parce que ça devient de plus en plus difficile de semer des biomax début août. Cette année, c'était impossible. Voilà. Donc on développe d'autres techniques, notamment le semis du biomax dans la culture en place, en juin, parce qu'il y a encore un microclimat humide à cette époque-là, souvent sous le couvert de la plante en place. Évidemment, les graines sont envoyées sur le sol, déposées sur le sol, et il faut s'arranger pour qu'elles germent rapidement. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut les enrober avec différents produits et mettre, par exemple, du thé de compost oxygéné dans cet enrobage. C'est un enrobage qui se fait à base de mélasse et d'autres produits. Il y a des recettes disponibles sur Internet et je peux vous en donner. Donc ça, c'est une technique. Une autre technique, c'est le couvert permanent. Et là, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur des couverts à base de trèfle blanc nain, avec des vrais trèfles blancs nains. Et ça, c'est une technique qui permet de compenser l'absence d'élevage et de prairies temporaires dans la rotation aussi. Et donc pour des gens qui auraient une ferme de grande culture sans animaux et qui ne désirent pas, en tout cas tout de suite, amener des animaux, il y a moyen de restaurer les sols avec ces couverts permanents. Le trèfle blanc, il absorbe l'eau dans la même couche que les mêmes couches de sol que les céréales. Et donc ça fonctionne très bien dans les climats atlantiques, ce qui est notre cas. Mais dans des climats plus secs comme le vôtre, et je l'ai vu en Roumanie notamment, la luzerne, mais des cultivars de luzerne prostrée, il y a une variété française, Luzel, qui a été sélectionnée pour le pâturage et qui convient bien pour former ce couvert permanent. Là, ça n'est pas trop dense, et puis on peut ressemer dedans pendant, disons, 3 ans, peut-être 4 ans. Après, ça se salit. Le désavantage de cette technique, c'est que ça favorise beaucoup les remixes. Mais après, on démonte tout ça et on repart dans un autre système. Voilà. Donc, on a déjà parlé de beaucoup de choses et je vois que le temps passe. Alors, un autre point. Oui, il y a pas mal d'autres points. Donc, pour le biomax, pour moi, c'est la clé pour gérer les maladies. Hein, et là, je pense que vous l'avez compris, comme on réveille les bactéries du sol, et notamment tous les organismes symbiotiques de la racine. Dans un sol vivant, en fait, les racines ne touchent pas le sol, il y a des chaussettes de micro-organismes tout autour des racines, donc de bactéries et de champignons endomycorhiziens, qui constituent un obstacle physique pour les pathogènes. Et puis, il y a certaines bactéries qui synthétisent des antibiotiques, qui tuent les pathogènes, etc. Bon. Donc, pour avoir un sol sain, il faut arrêter de massacrer la vie du sol par les labours, le travail intensif du sol d'une façon générale, et il faut nourrir la vie du sol par un couvert continu qui émet du carbone liquide, qui biberonne tous ces organismes symbiotiques qui, eux, protègent la plante, parce que c'est la plante qui les nourrit. 30% des produits de la photosynthèse vont vers ces micro-organismes. Donc la plante investit beaucoup parce qu'elle reçoit beaucoup en échange. Rien n'est gratuit dans la nature. Et donc ça, c'est la base de la protection des plantes du point de vue des maladies.
et on résout 80-90% des problèmes avec ça. On peut compléter ça par des TCO, etc. Puis il y a les ravageurs. Là, on a développé une toute nouvelle technique aussi avec un réseau très dense, des bandes herbeuses distantes de 60 mètres dans les champs, qui ont seulement 3 mètres de large, donc ça représente 5% de la surface de terre arable, donc moins s'il y a des prairies permanentes au niveau de la SAU. Elles ont été spécialement conçues pour développer les alliés des cultures, et je dois dire que c'est extrêmement efficace. On a eu des études là-dessus. Dans notre système, on fait tout pour multiplier les limaces, puisqu'on laboure plus, on met des couverts, les limaces, elles adorent ça. On n'a jamais eu de problème de limaces, parce c'est bourré de carabes grâce aux bandes, et les carabes mangent des œufs et les jeunes limaces. On a aussi un système où on élève des pucerons, de façon à avoir toujours des prédateurs, des parasitoïdes de pucerons, et quand les pucerons arrivent dans la parcelle, pap, ils sont là, et en 3 jours, c'est réglé. Donc ça, c'est aussi très important. Vous voyez, il faut toutes ces choses, toutes ces stratégies pour gérer les adventices, pour fixer de l'azote, pour gérer les maladies, pour gérer les ravageurs. Tout est dans tout, et il ne faut pas dire, bah, ouais, moi je fais que la réduction du labour et un peu de couvert. Non, non, il faut tout quoi, pour que ça fonctionne. Et changement de génétique aussi, on a parlé de la génétique des blés, mais c'est valable pour tout le reste. Quoi. Et alors aussi, la grande révolution que j'avais en tête depuis le début, c'est qu'il fallait passer d'une agriculture basée sur l'azote à une agriculture basée sur le carbone. Alors le carbone n'alimente pas les plantes en théorie, quoique on sait très bien que les plantes maintenant absorbent aussi des molécules organiques et donc du carbone, ce qui n'était pas, ça faisait pas partie du discours il y a 30 ans par exemple, mais le carbone, la principale source de carbone pour elle, c'est quand même l'atmosphère. Mais le carbone et l'azote vont ensemble, quoi. C'est pas pour rien qu'on parle d'un rapport carbone-azote. Et donc quand on apporte de l'azote, on apporte du carbone et inversement dans des systèmes durables. Les prairies temporaires, par exemple, apportent les deux. Hein. Beaucoup de carbone, beaucoup d'azote. Les biomax aussi. Donc pourquoi partir du carbone? Parce que la vie du sol a besoin du carbone. Et on a oublié la vie du sol pendant 60 ans, et maintenant il est urgent d'y revenir, et tant qu'on a encore des moyens, parce que je pense qu'on va vers une époque où il y aura de moins en moins de ressources, de moins en moins d'énergie fossile, etc. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à réinjecter du carbone, parce qu'on a encore du fuel pour mettre dans les tracteurs, aller chercher des sources de carbone même à distance, etc. Et donc là aussi on s'est dit, ben, les prairies temporaires et les biomax c'est très bien, mais à mon avis ça ne suffit pas. On va aussi, par exemple, étêter des saules têtards. On a des peupliers, ben quand on coupe les peupliers, on récupère les têtes, on les broie, et on injecte du carbone dans le système. Donc chez Didier, il m'a montré sa compostière où il draine tous les déchets verts des environs, sont compostés ici à quelques mètres et épandus sur le sol. Ça permet de favoriser très fortement les champignons du sol, tous ceux qui se nourrissent de matière organique morte, mais même les champignons endomycorhiziens sont manifestement très favorisés par ces apports de carbone aussi, quoi. Et on sait bien qu'on n'a plus assez de champignons dans les sols. En conventionnel, il y a des sols où il n'y a même plus de champignons du tout, de champignons endomycorhiziens du tout. Donc là, ça fait partie de la stratégie aussi de ramener des sources extérieures de carbone qui ne viennent pas de la terre arable, des terres arables de l'exploitation, mais des marges de l'exploitation ou des alentours. Donc tout ça est essentiel. Et puis, juste peut-être encore un mot sur les associations. Le rêve, parce qu'il faut toujours garder un rêve, et une vie réussie est celle où on a toujours de nouveaux rêves et où on réalise ses anciens rêves d'adolescents ou d'hommes jeunes. Et le rêve, en fait, c'est de développer une agriculture qui ressemble à une prairie de fauche de montagne, où vous avez 50-60 espèces qui vivent ensemble avec des légumineuses, des graminées, des tas de plantes à fleurs, etc. Et où on a énormément de carbone dans le sol, où la vie du sol est très importante.
c'est le modèle. C'est ce qu'on arrive déjà un peu à faire avec les Biomax, mais sur quelques mois seulement. Mais on voit l'influence incroyable des Biomax sur la qualité du système. Mais si on pouvait faire ça pour les cultures annuelles aussi, ça serait pas mal. Ça pose, on en est loin. On en est loin, c'est pour ça que je parle d'un rêve. Mais on peut commencer avec les métailles, qui sont une pratique bien connue des bio depuis très longtemps. On peut associer 1, 2, 3, 4 céréales à 1, 2, 3 légumineuses à graines. Ça fait déjà du monde. On peut avoir en dessous un sous-couvert d'autres espèces. Mais je rêve d'une culture qui produit plusieurs graines à la fois, qu'on pourra ensuite trier, et où l'azote sera produit par le système lui-même, et où le mot désherbage n'aura même plus aucune raison d'être, aucune logique. Mais c'est un objectif à long terme, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête et continuer à rêver. Vous savez, on discutait encore avec Didier, l'agriculture bio sans labour, on a l'impression que c'est quelque chose de révolutionnaire aujourd'hui. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire de la bio, et au milieu du XXe siècle, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale et juste après, il y a eu des gens comme Müller, les époux Müller en Suisse, qui travaillaient avec Rösch, qui était un microbiologiste allemand, qui a d'ailleurs écrit La fécondité du sol, que certains d'entre vous ont peut-être vu. Et les époux Müller, ils faisaient un groupe un peu comme l'AgriBio d'aujourd'hui. C'était des gens idéalistes, chrétiens, qui voulaient faire le bien autour d'eux. Donc ils avaient cette approche du syndicalisme agricole dans cette voie-là. Ces gens avaient bien compris que le labour, ça ne faisait pas du bien au sol, quoi. Et ils ont commencé à développer des techniques bio sans labour. Alors eux ont raté, mais il y a eu plus de 50-60 agriculteurs qui ont essayé à l'époque. Et ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les connaissances scientifiques. On a fait d'énormes progrès depuis 10 ans dans la compréhension de la vie du sol et du microbiote intestinal. Les deux choses sont très proches, donc toutes les avancées en technique, en médecine servent à l'agronomie, etc. Donc on a vraiment fait une révolution dans la connaissance de la vie du sol depuis 10 ans. Donc toutes ces connaissances n'existaient pas de leur temps. On n'avait pas les techniques, on n'avait pas les outils, ils n'avaient pas de semoir de semi-direct, ils n'avaient pas encore des herses saélettes ou des fraises adaptées. Ils ont échoué à cause de ça. Nous, on a tout ça maintenant, tout est réuni pour réussir en fait. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Dans une ferme que j'ai gérée pendant des années, c'est juste un indicateur que je vous donne au passage, et je termine par là, sinon je vais me faire gronder par Thibaut, et peut-être par Élodie aussi, mais voilà. On a tout pour réussir, parce que dans la ferme que j'ai gérée pendant des années, on a désherbé 5% des cultures. Donc on n'avait pas d'adventices. Okay, on pouvait avoir des adventices dans l'interculture quelquefois, et alors on faisait des travaux superficiels, souvent avec des cœurs, qui pour moi est l'outil idéal, ou une déchaumeuse à disque éventuellement, ça travaille aussi très superficiellement. Mais dans les cultures, on n'avait pas d'adventices. On a désherbé 5% des parcelles. Et j'ai géré des centaines de parcelles années. Et donc il y a moyen d'avoir des champs propres en agriculture bio sans labour. J'en témoigne et c'est ce que je voulais vous amener parce que c'est un message d'espoir. Il suffit de l'adapter à la Dordogne et ça va bien marcher. Ouais, je vous remercie.